Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je reçois Christine Carmona, qui va nous faire découvrir son activité de biographe hospitalière. Christine est membre du réseau Passeurs de mots, Passeurs d'histoire et intervient dans les hôpitaux en Pays de Loire. Nous allons explorer ensemble comment les mots, le récit, peuvent donner un sens à une vie chahutée par la maladie grave et parfois par la perspective d'une mort prochaine. Bonjour Christine. Bonjour Gaëlle. Avant de démarrer notre discussion, j'ai une question rituelle à mes invités. Quel a été ton premier contact avec la mort ? Ce souvenir, il remonte à l'enfance. Il remonte à l'enfance avec des animaux. Une pie, par exemple, trouvée un peu blessée, trouvée par mon père, mise sous protection familiale et puis qui décède quelques jours après. Il y a eu comme ça une série de morts animalières, les compagnons d'un enfant, un hamster, un cochon d'Inde, un chat adoré, évidemment. Bon, je dis évidemment parce que j'adore les chats. Donc ça a suscité, outre le chagrin, les questions. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Bon, ces questions, elles étaient présentes, mais comme pour beaucoup d'enfants, j'imagine. Donc voilà, ça remonte là. C'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, tu es biographe de profession. C'est un métier peu commun et de fait assez peu connu. Et avant de le devenir, tu as eu un parcours professionnel dans l'enseignement et la culture. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce métier ? Alors, d'emblée, je dirais, je suis devenue biographe parce que je voulais devenir biographe hospitalière. Et si j'ai voulu devenir biographe hospitalière, c'est juste le fruit d'une trajectoire de vie, d'une succession de deuils que j'ai eu à vivre entre 2009 et 2011 et qui m'ont conduite à trouver une ressource insoupçonnée dans l'écriture. Mais pas l'écriture biographique, justement. Contre toute attente, c'était très étonnant pour moi, une écriture de fiction. Et donc, il y a eu une succession de deuils. Alors, le deuil, c'est quand on perd un travail aussi, un travail qu'on aimait. Effectivement, je travaillais dans la culture pendant de nombreuses années. Mais c'est évidemment ce qui a été le plus fort, c'est la perte de membres de sa famille et puis l'accompagnement de ces membres de sa famille, puis s'entendre dire « Mon seul regret dans la vie, c'est de pas avoir écrit mes mémoires ». Donc à partir de là, il y a un certain nombre. Moi, j'étais déjà dans l'écriture de fiction pour dépasser mes propres deuils, donc des deuils là non pas du travail, mais des deuils plus importants, des enfants que je devrais avoir, mais qui ne sont pas là, qui ne sont pas restés. Et du coup, l'écriture de fiction a été une ressource inouïe, étonnante, avec une écriture presque automatique de contes initiatiques autour de la mort. Donc ça, à partir de là, s'est enchaîné. Alors je ne savais pas encore que je voulais devenir biographe hospitalière parce que je ne savais même pas que ce métier existait. Et simplement, je me suis mise à écrire comme si c'était mon travail, 10 heures par jour. On m'a parlé d'ateliers d'écriture et là, je me suis dit peut-être que tu peux aller plus loin. J'ai découvert qu'écrire de la fiction, ça s'apprenait. Et j'ai passé 2 ans
à me former à l'écriture de fiction avec une excellente pédagogue. J'avais pas envie de retourner sur les bancs de l'université. D'ailleurs, en France, ça n'existe pas. On n'apprend pas à devenir écrivain. Il paraît qu'on est écrivain ou qu'on ne l'est pas. Je veux dire, en France, il y a une sorte de complexe à l'idée de pouvoir devenir écrivain, alors qu'aux États-Unis, ça s'apprend sur les bancs de l'université. Donc, je me suis formée en autodidacte et j'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai très vite compris que ça n'est pas de ma plume que je vivrais. Donc, j'ai commencé à penser à la biographie. Mais donc, je me suis formée en tant qu'écrivain public. J'ai vite compris que ce n'était pas exactement ça que je recherchais. Donc, la biographie privée, familiale m'intéressait plus. Et puis, j'avais quelques préjugés. Bon, mais peut-être ça va être des gens un peu narcissiques, etc. Mes préjugés sont tombés. Et ils sont d'autant plus tombés à partir du moment où j'ai une amie qui m'a dit « Christine, j'ai vu un article. Tu connais Valeria Milewski ?» « Non. » « Qui est-ce ?» Eh bien, c'est une jeune femme qui a proposé un service à l'hôpital de Chartres d'accompagner des personnes gravement malades pour écrire le livre de leur vie. Et là, ça a juste fait tilt. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai tout mis en œuvre pour me former avec elle et l'aventure a commencé. C'est beau, les évidences comme ça. Alors, est-ce qu'à l'époque, tu connaissais déjà l'univers des soins palliatifs, de l'accompagnement de fin de vie ? Alors, je me suis formée à l'accompagnement en fin de vie en 2013. J'ai fait une formation Jalmalve et puis j'ai accompagné des personnes gravement malades, au-delà des membres de ma famille, en centre de soins de suite de la Croix-Rouge de Nantes. Et puis, parallèlement, je me suis collée aux gens de la biographie, puisque ça faisait partie des prérequis pour devenir passeur de mots, passeur d'histoire, puisque c'est le nom de l'association de Valéria. Et il fallait donc trouver un premier client privé, entre guillemets, et puis faire la formation dispensée par Valéria. Donc, 2013, je mets en place les prérequis. 2014, je me forme. 2015, je démarre je fais mes premiers pas dans un service ici à l'hôpital Nord-Laennec de Nantes. Alors, dis-nous, qu'est-ce que la biographie hospitalière ? Qui est-ce qui peut y avoir accès ? Comment ça s'organise ? Voilà, dis-nous tout. Alors, on pourrait, pour parler de la biographie hospitalière, utiliser un autre terme qui est un néologisme, qui est la care biographie. Donc, care de l'anglais, prendre soin, par la biographie. Et c'est un terme utilisé par Valéria qui vient d'obtenir sa thèse en 2020 sur la notion de tenir parole et de rendre parole. Donc, care biographie ou biographie hospitalière, c'est donc la même chose. On prend soin par l'écriture, par le récit de vie, par l'accompagnement et l'attention portée à une personne fragilisée par la maladie. C'est une démarche qui se met en place dans un service à partir du moment où les soignants sont convaincus du bien fondé, de la pertinence et des bienfaits d'un accompagnement par l'écriture. Et une fois qu'une équipe est convaincue de ce projet, de cette démarche, elle accueille un biographe au sein de l'équipe et ensemble, ils vont discuter à qui ça peut s'adresser dans le service en question. Donc un médecin, une infirmière, un soignant, quel qu'il soit, une aide-soignante, un aide-soignant, peut, en fonction du relationnel qu'il entretient avec son patient, qu'il accompagne en termes de soins et de façon holistique, lui proposer de rencontrer la biographe du service pour faire le récit de sa vie et s'emparer d'un projet de vie ancré dans le présent qui permet de se détourner de l'angoisse de la maladie, voire de la perspective de la mort, parce qu'on est vivant jusqu'au bout. Donc cette proposition peut être faite à n'importe quel moment, à n'importe quel stade de la maladie, en stade précoce d'une maladie réputée incurable, c'est souvent des cancers, mais ça peut être en phase terminale. Donc des fois on a peu de temps, des fois on en a plus. Et puis à terme, le livre étant un prétexte pour être accompagné, pour briser cette notion d'isolement que peut ressentir la personne éventuellement,
Le prétexte, c'est ce chemin d'écriture, de revisiter, c'est une occasion de revisiter sa vie, les bons moments comme les mauvais, sur le ton de la conversation. Et puis à terme, quand les deux partenaires de coécriture, l'auteur et la biographe ou le biographe, estiment que l'aventure est terminée, l'aventure d'écriture, on peut agrémenter le livre de photos ou de tout autre document qui ait de l'importance aux yeux de la personne. Et puis à un moment donné, on va mettre un point final et on va réaliser un livre. Pas n'importe quel livre. Ça n'est pas un livre d'imprimerie, c'est un objet d'art qui est conçu avec beaucoup de soin. Un graphiste intervient, il va mettre en page soigneusement, et ça va être un livre cousu main, plus solide que les livres d'imprimerie, parce que le livre est destiné à passer les générations. Donc il doit être à l'épreuve du temps. Et puis il doit être beau. Bon, la beauté c'est très subjectif, mais en tout cas, en général, tout le monde s'accorde à dire que ce sont de beaux livres qui sont offerts aux patients, puisque dans l'enceinte de l'établissement public, ce serait dommage qu'il y ait une discrimination par l'argent, donc c'est une démarche qui est offerte à tout le monde, sans, comment dirais-je, sans restriction, ni de niveau social, ni d'âge, ni de culture. Et donc, voilà, on conclut l'aventure par la remise des livres, quand on a la chance de pouvoir le faire. Quand on pressent que le temps est compté, mais de toute façon, on le demande toujours, c'est important pour le projet, pour la structure du livre, on demande qui sont les destinataires. Voilà. Et quand on ne peut pas remettre le livre à son auteur parce qu'il est décédé, eh bien, on va remettre le livre aux destinataires qui ont été désignés par l'auteur en amont, et on fera cette remise de livre dans un temps jugé, dans un temps éloigné du décès, pour que les bienfaits potentiels de ce livre ne soient pas, comment dirais-je, détruits par la douleur de la perte et du deuil. Donc, si j'ai bien compris, c'est le personnel soignant qui détermine si la démarche peut être utile à une patiente ou à un patient. Et à partir de là, comment est-ce que ça se passe? Soit un soignant a le sentiment que ça peut être vraiment important pour son patient, donc il va lui en parler directement. Et ensuite, il va en parler collégialement à l'équipe, et donc, comme je fais partie de l'équipe, on va en parler ensemble. Et suite à ça, si la personne a donné son accord, je vais aller rencontrer la personne pour faire connaissance, pour lui expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est ce que dit le soignant. Vous pouvez rencontrer la biographe, elle vous explique, c'est sans engagement, et puis vous verrez après. Vous lui posez toutes vos questions. Moi, je ne veux pas vous expliquer comment elle travaille, c'est elle qui va le faire. Voilà. En général, les personnes acceptent, enfin de mon expérience, je peux parler que de mon expérience, une première rencontre comme celle-là s'enchaîne directement sur l'entretien biographique. D'accord. Voilà, sauf si quelqu'un me dit non. C'est arrivé, ça arrive. Mais c'est rare. C'est rare parce que finalement, les soignants, ils ont le bon feeling. S'ils en parlent à cette personne, c'est parce qu'ils sentent que cette personne va faire un bon candidat à la biographie, au sens où ça va lui correspondre. C'est rassurant de t'entendre dire ça, parce qu'on entend tellement que le personnel soignant est sous pression en termes de temps à consacrer aux patients. Ça veut dire qu'il reste malgré tout à l'écoute. Souvent, quand j'interviens, il y a un soin en même temps. Les patients reçoivent leur chimio, par exemple. Donc, je les ai observés dans leur relationnel. Donc, on va pas se mentir, le temps, ils n'en ont pas, les soignants. Mais très souvent, ils le prennent. Ça, c'est très important pour moi de le dire, parce que c'est souligner aussi la qualité de leur travail, leur sens de l'humain. Alors malgré toutes les pressurisations et toutes les contraintes qui pèsent sur eux, ils prennent le temps. Quand ils n'en ont pas, de toute façon, pendant qu'ils opèrent leurs soins, ils sont dans le relationnel. Donc, ça peut se faire très vite, comme ça peut se faire dans un temps décidé par le soignant, où il va prendre 10 minutes, un quart d'heure, peut-être plus. Du coup, les critères sont toujours subjectifs, les critères de sélection.
mais ça peut être quelqu'un, ils vont faire le choix peut-être parce que c'est quelqu'un qui est dans l'isolement, qui n'a pas de famille, ou parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bavard et qui, chaque fois qu'il y a une infirmière qui rentre, commence à raconter sa vie. Précisément là, on sent une solitude ou un besoin de transmission. Ça peut être des patients jeunes, ça peut être des patients qui sont dans une demande d'euthanasie. Il y a une palette énorme de possibles. Et en général, donc, quand un soignant fait le choix de proposer la biographie à telle ou telle personne, le soignant m'explique le contexte. Et c'est important pour moi parce que dans le livre, je contextualise toujours. Il y a une introduction, c'est important pour les destinataires de placer le récit de vie dans le contexte de la biographie hospitalière et puis de la façon dont elle a été amenée ou dont la personne a été amenée à accepter. Donc c'est un jeu, c'est la personne, ça reste un jeu, ça n'est pas la biographe qui parle, mais c'est un jeu qui serait sa façon de parler, puisque j'ai eu le temps d'étudier son registre de langage et de pouvoir emprunter sa voix VOX pour son récit de vie. Donc, je peux adapter cette petite introduction contextuelle. Tu as beaucoup réfléchi à cette idée de biographie restaurative en tant qu'écriture de résilience. Est-ce que c'est le cas de toutes les biographies hospitalières ? Dans l'absolu, elles le sont toutes. Mais j'avais envie de réfléchir à cette notion de résilience, chère à Boris Cyrulnik. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans le sujet. Au-delà des effets que moi j'observais sur les personnes qui se racontaient, c'est-à-dire une forme d'apaisement, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'effets autres, notamment quand par exemple il y avait un secret de famille. Ça allait bien au-delà de l'apaisement. Toujours est-il que je me suis mise à réfléchir et que j'ai posé l'hypothèse que l'accompagnement en écriture avait avec comme finalité la réalisation d'un livre, pouvait devenir ce que Boris Cyrulnik appelle un tuteur de résilience. C'est-à-dire que chez la personne, il y a, dans le vivant, il y a une propension, une ressource naturelle à la résilience. Un arbre peut pousser seul sur les rochers, avec une façon d'adapter ses racines, alors que ce n'est pas son terrain de prédilection. Chez l'être humain, et dans le vivant, il y a cette propension à résilier. Mais ce qu'explique Boris Cyrulnik, c'est qu'il y a certains outils ou certaines propositions qui peuvent jouer le rôle de tuteur de résilience et venir se conjuguer à la force naturelle qui existe chez l'être humain. Et du coup, comme tuteur de résilience, il voit par exemple l'art. Et pour moi, le métier de biographe hospitalier, pour Valéria aussi, je me souviens l'avoir entendu dire, mais moi je suis une artiste. Et je n'avais pas encore, moi, je n'avais pas encore suffisamment pratiqué la biographie hospitalière pour découvrir qu'effectivement, c'est un art que d'accompagner à l'écriture biographique et l'écriture de son récit de soi, de son récit de vie. Et aujourd'hui, je le dis, et j'ose dire que c'est un art et que du coup, je suis une artiste. Parce que je fais accoucher. Et non seulement le livre est un acte créatif, mais en plus, grâce au livre, on va sublimer le trauma. Et c'est ce qui importe, selon Boris Cyrulnik. La résilience arrive grâce au tuteur de résilience quand on pose un acte créatif, c'est-à-dire qu'on agit sur le trauma, avec le trauma, pour en faire autre chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça n'aide personne de crier son désespoir ou son malheur ou sa douleur en boucle. Donc, si le soutien psychologique ponctuel est d'un grand réconfort, parfois ça ne fait pas tout. Et parfois, il faut aller au-delà et poser un acte, agir. Donc, j'ai posé l'hypothèse que l'écriture d'un récit de vie pouvait avoir cette fonction de tuteur de résilience et cette vertu de restauration. Je suis allée jusqu'à imaginer que le livre et la couverture du livre pourraient être conçus, avec ma reliure d'art, j'en ai déjà parlé, comme en s'inspirant de l'art du kintsugi. Oui, on parle du kintsugi comme l'art de la résilience d'ailleurs.
je vois que tu connais. C'est donc un objet brisé. Eh bien, on va le recoller, mais plutôt que de dissimuler les fissures et les brisures, on va les souligner avec un filet d'or. Et donc, on va une porcelaine cassée, on va la magnifier sur les traits où on a collé, on va distiller un filet d'or et du coup, on va les voir. Mais du coup, ça donne une beauté tout à fait inattendue à la porcelaine brisée et c'est un peu ça que j'ai envie de souligner. Donc, j'ai demandé à ma reliure d'or qu'elle puisse me concevoir une couverture de livre qui s'inspire de cela, qu'on puisse voir les brisures et les fissures sur la couverture du livre. Ah oui, ça doit être un très très bel objet. Alors dis-moi, se livrer à quelqu'un, raconter sa vie, c'est pas un exercice forcément facile, qui plus est dans un contexte de fragilité avec la maladie. Comment se met en place, votre relation et comment s'installe la confiance? Alors, la première séance, comme je disais tout à l'heure, si le courant est passé, en général, elle devient un entretien biographique. Moi, je suis préparée à ça. Qu'est-ce qui fait que la confiance se passe plus aisément? Premièrement, je dirais, c'est parce que je ne considère pas la personne comme une personne malade. Je la considère comme une personne et je ne regarde pas la maladie. Donc ça permet déjà une posture et une attitude qui n'est pas, enfin qui est de l'accueillir là où elle en est, dans une forme de pétillance, pourquoi pas, de sourire en tout cas, euh, et pas d'apitoiement bien entendu. Donc j'arrive avec ce que je suis. Bien entendu que ce que je suis, je l'adapte à ce qu'est la personne en face de moi. Mais il y a cette notion et c'est là où on pourrait parler d'écoute active, de congruence. C'est-à-dire être à la fois soi-même, authentique, et s'adapter et rejoindre l'autre là où il est. Donc en général, c'est dans cette posture que j'arrive et c'est ça qui fait qu'il y a une détente immédiate parce que la personne se sent sur un pied d'égalité. Quand tu parles d'écoute active, je me dis tout de suite que la prise de notes, ça doit être compliqué parce que noter et être en présence, c'est pas simple. C'est sans doute un talent qui se développe, mais je crois que toi, tu fais différemment, hein. Moi, je savais tout de suite que ça allait pas me convenir. J'avais besoin d'être dans le regard de l'autre, pas concentrée sur mes notes et pleinement en contact avec l'autre pour être réactive à tous les enjeux de l'entretien, y compris au langage non verbal. Donc j'ai choisi très vite l'enregistrement. Et ça me permet par ailleurs, quand je suis dans la phase de retranscription, de nouveau d'être avec la personne. Elle est de nouveau avec moi à mon bureau quand je suis devant mon ordinateur. J'entends les silences. Les silences, j'entends les émotions, j'entends les sourires. Et du coup, ça m'aide pour trouver le mot juste. Le mot juste qui est toujours sur le même registre de langage que celui de la personne. Ce n'est pas mon style, jamais. Mais c'est pas parce que ce n'est pas mon style qu'on peut pas trouver un mot qui soit plus adapté, plus ajusté à la situation, à ce moment particulier où il y avait de l'émotion, ou si c'est pas le mot le plus adapté parmi ceux qu'a utilisé la personne, hein, on reste fidèle à ce qui a été dit, c'est au moins l'ordonnancement. C'est-à-dire, ça a été dit dans cet ordre-là, de façon décousue, puisqu'en fait, pour moi, c'est hors de question d'interrompre la personne, sauf si j'ai pas compris, et que j'ai besoin de me faire préciser quelque chose, mais je ne coupe pas la personne dans son flux narratif, sous prétexte que ça n'est pas chronologique. Donc, précisément, quand je réentends, il y a des choses qui se précisent de manière beaucoup plus aisée, plus évidente dans l'ordonnancement du récit, du propos. Donc, c'est très aidant, je trouve. C'est facilitant, l'enregistrement. J'ai lu des retours d'expérience de patients et de patientes qui ont bénéficié de la biographie hospitalière et c'est vraiment éloquent. Est-ce que tu aurais des témoignages à nous partager? Alors, plutôt que d'en parler, du coup,
Je vais leur donner voix. Super. J'avais sélectionné quelques mots de patients et je pense qu'il y a rien de mieux pour comprendre que de les écouter en parler. Je vais te lire quelques extraits. Alors, il y a une dame que j'ai accompagnée en 2021 et qui m'a dit, alors c'est un extrait qui a été, pour tout te dire, utilisé dans un tiré à part de sa biographie à l'attention des soignants. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que certains patients aient envie de partager des extraits de leur biographie ou de dire des choses aux soignants et que donc je me fais une messagère, je deviens la messagère de ces patients. Et donc là, il y a eu un tiré à part qu'elle a distribué de la main à la main aux soignants qui venaient la voir, quelques 2 ou 3 semaines avant son décès. Et donc ça, c'est un extrait. Écrire ce livre, je le fais parce que j'ai encore des choses à vivre. Je laisserai une empreinte. Si je ne donne pas de sens à cette fin de vie par ce livre, je vais souffrir énormément. Ça va être affreux. Il faut que je me prépare vraiment. C'est cette épreuve de la maladie qui m'a donné l'élan pour écrire ce livre. Et lorsque la biographe me renvoie « C'est beau ce que vous dites », elle me donne de la valeur. Je ne suis pas rien. Oui, bien sûr, je vais partir très tôt. 60 ans pour mourir, c'est jeune. Mais à la fois, j'aurais eu la joie de vivre tout cela. Qu'on me donne encore de l'importance, qu'on me donne à comprendre que ma petite vie a pu compter, cela fait du bien. Parce que toute histoire est sacrée. Chaque vie est sacrée. Voilà quelque chose que je veux partager avec les soignants, parce que si personne ne parle, personne ne dit, ils ne sauront jamais. Ce serait tellement dommage qu'ils, qu'elles ne sachent pas, ou qu'ils ou elles ne le lisent pas. Ah, c'est magnifique, elle dit tout. Elle dit tout. Pour moi, ça a été une leçon de vie de l'accompagner dans son récit de vie. Et je le lui disais. Elle a fini par me dire, vous êtes ma sœur de mots. Et cette formulation, évidemment que je la chéris, je me l'approprie. Je ne suis pas qu'une professionnelle, je suis un être humain. Donc je prends pour moi cette magnifique phrase, vous êtes ma sœur de mots, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Donc je le partage ici parce qu'il y a beaucoup de beauté. Ça n'est pas que ce type d'accompagnement, ça n'est pas que difficile. Parce que la beauté vient mettre un baume sur la difficulté de voir les gens partir. Est-ce que tu aurais d'autres beaux témoignages ? Alors, j'ai d'autres genres de réactions de patients en avril 2021. Alors là, c'est un monsieur à qui je viens de remettre le livre parce qu'il va mieux. Donc ça existe aussi. On peut remettre les livres à leur auteur. Et on vient de le faire le 7 décembre dernier. On l'a fait en équipe, ce qui est rare. Mais on a senti que pour ce monsieur, c'était ce qui allait lui permettre d'avoir une perspective de plus, parce qu'il était très déçu que l'aventure s'arrête. Et donc, recevoir son livre, oui, c'est bien, mais enfin, tous les mardis, il voyait sa biographe et il était bien content. Donc là, on a rajouté une rencontre avec les soignants, on a fait venir la presse, il y a un article qui vient de sortir, alors il est tout fier et tout, c'est super. Et donc, lui disait, en avril dernier, je me suis aperçue avec cette biographie que j'ai une vie relativement intense. Je ne m'en étais pas aperçue. Je m'aperçois qu'il y a plein de choses. Votre travail permet de se rappeler certaines choses et avec Anna, sa fille, on a repensé à un souvenir comme si c'était hier. C'est incroyable. Elle se rappelle plus de choses que moi. C'est bien ce travail, ça permet d'échanger avec ses proches. Voilà, et il avait ajouté, je suis content tous les mardis. Je sais qu'à 10h30, on va parler de choses intéressantes et de choses poignantes aussi. Plusieurs fois, j'ai pleuré, oui. Ça permet de remettre à la surface des choses importantes, de dire des choses qu'on n'a jamais dites à personne. Pendant ce temps-là, ça évite de parler de la maladie. C'est tout de même intéressant de parler de sa vie, c'est comme un médicament. On remonte les bons souvenirs, même si on connaît la fin. On sent que ça remet du sens dans le présent, dans le temps qu'il reste, mais aussi que cette revisite de sa propre histoire, quelque part, l'agrandit. Parce que même si on n'a pas eu la vie dont on rêvait, qu'est-ce qu'on en a fait des choses ? C'est ça. Ça permet de prendre la mesure
de la valeur de sa propre existence. Donc il y a des patients qui le disent comme ça, il y a des patients qui le disent pas du tout, mais qui le mesurent. Moi, je me souviens avoir accompagné un monsieur agriculteur qui disait tout simplement « Oh là là, heureusement que je l'ai fait ce livre !» Je l'aurais regretté si je l'avais pas fait. Elle est marrante cette phrase. Vraiment, je l'aurais regretté. Et c'est sa façon à lui de dire mais ma vie, elle a été super. Alors que lors du premier entretien, justement, qui était soi-disant pas un entretien, puisque je venais lui présenter la biographie hospitalière, et lui me disait oui, ah, vous êtes la biographe, d'accord. Oui, alors c'est le docteur Pijane qui m'a dit de vous rencontrer. Alors j'ai accepté parce que c'est lui qui me l'a dit, mais franchement, moi j'ai passé ma vie sur des tracteurs, ma vie n'est pas intéressante, qu'est-ce que vous voulez que je raconte dans un livre? J'ai dit, ah bon, vous avez passé votre vie sur des tracteurs? Mais c'est quoi passer sa vie sur des tracteurs? Moi je connais pas, racontez-moi. Puis il commence à me raconter, puis on est parti sur l'entretien biographique direct. Donc, il me raconte sa ferme, les vaches, l'élevage, un bout de l'enfance. Et puis, à la fin de notre premier entretien, juste pour faire connaissance, je lui dis, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben oui, on y va. On y va, on le fait, ouais. Ah oui, c'est sympa. Ah oui, ça fait plaisir. Et en fait, mine de rien, on a eu 3 minutes peut-être de faire connaissance. On était d'emblée dans l'entretien biographique et on avait commencé la biographie. Et c'est ce monsieur qui m'a dit, j'aurais regretté si je l'avais pas fait. Il a mesuré la valeur de son existence, les joies, les difficultés. Donc pour quelqu'un qui se sentait pas concerné, au bout du compte, il l'était tout autant que n'importe qui d'autre qui serait demandeur. C'est formidable comme histoire. Ouais, c'est fou, hein. C'est très, très inattendu. Chaque fois, c'est différent, sont des enjeux différents pour les personnes, mais il peut y avoir des enjeux plus importants. Enfin, je sais même pas si c'est plus important pour certains que pour d'autres. Ils sont ce qu'ils sont, ces enjeux. Ils sont simplement différents. Et il s'agit à chaque fois d'accompagner. En fait, la biographie hospitalière, passeur de mots, passeur d'histoire, c'est le choix de l'artisanal et du sur-mesure. C'est pour ça que ce ne sont pas des livres d'imprimerie qu'on trouve dans nos bibliothèques. Ce sont des livres uniques, des objets d'art. Et chaque accompagnement est complètement différent. Moi, je vais jusqu'à, même si ce qui est préconisé et ce qui est plus aisé, c'est de faire un récit chronologique, moi, je vais jusqu'à adapter la structure du livre à la personnalité. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé avec un artiste, justement, qui avait un lourd secret de famille. Alors lui, c'était hors de question de faire quelque chose de scolaire. Il voyait la chronologie comme quelque chose de scolaire. Donc, tout de suite, je lui ai fait une proposition de récit thématique. Ouais, ça commençait à mieux l'intéresser. Et puis, comme il y avait ce secret, voilà, le questionnaire de Proust lui a convenu parfaitement. Et c'était un artiste qui avait une réflexion sur le monde. Et ça n'est pas que du pur récit de vie. Il y a une vision du monde qui est insufflée dans le récit de vie. Mais ça pourrait être un portrait, ça pourrait être une correspondance avec soi, ou bien une lettre adressée au destinataire, à ses enfants, un carnet de voyage. Tout est possible. Enfin, moi, c'est l'écriture de fiction, c'est ma formation à l'écriture de fiction qui m'est très utile pour m'adapter à la personnalité des gens. Et puis du coup, moi, ça me permet aussi de continuer à être créative. Parce que mon travail, là, on me demande pas d'être créative, on me demande d'être fidèle. Je suis une traductrice. Mais je ne me censure pas quand je sens que cette proposition de structure un peu différente, qui moi me demande de la créativité, quand je sens que ça va être pertinent, que ça va mettre de la joie, que ça va nous émoustiller dans notre coécriture et dans notre processus d'écriture, je me censure pas, je fais la proposition. Ça plaît pas. Moi, je n'ai rien à défendre. Je suis au service de. Je trouve ça fascinant comme exercice de retranscrire la parole d'une personne dans un style littéraire spécifique. Comment est-ce que tu travailles? Tu es dans une transcription littérale de ce qui t'est dit? Au maximum, une transcription littérale, sachant qu'on passe du langage oral à l'écrit. Donc, il y aura de toute façon
une réadaptation pour l'écrit. Mais ce sont au maximum les mots de la personne et les expressions de la personne. Ça n'aurait aucun sens d'élever le registre de langage ou de faire interférer mon style. Ça va être lu par des proches qui ne le reconnaîtraient pas. Donc, comme dit Valéria, le cadeau, c'est quand on nous dit c'est vous qui l'avez écrit, mais c'est lui. Je le reconnais, je l'entends. Donc c'est juste en dehors du travail de réordonnancement, de mettre dans l'ordre, d'ajuster la place de telle phrase pour vraiment aller dans le sens de ce que dit la personne. Ce sont les mots de la personne au maximum. Il faut savoir que dans l'absolu et quand c'est possible, dans le meilleur des cas, on fait relire à la personne. Et donc moi, je fais le choix de faire relire au fur et à mesure des entretiens, d'une fois sur l'autre. Soit la personne relit, elle est en capacité de relire, soit c'est moi qui fais lecture. C'est un moment important, ça aussi. Je n'attends pas à la fin du récit. D'autres collègues font autrement, hein. Mais c'est ma façon de faire. Et puis, alors, ça a d'autres vertus, c'est que ça permet de consolider, surtout au début, de consolider l'amorce de confiance qui vous a été accordée sur le plan relationnel, mais sur le plan professionnel, du coup. Ah oui, d'accord, c'est une bonne traductrice de ma pensée. Ok. Oui, ça participe à la confiance, en fait, dont tu parlais, et ça vous permet d'avancer étape par étape et de sécuriser chacune d'entre elles. Précisément, ça me permet d'éviter, de différer au maximum l'écueil d'une non-relecture. Parce que si la biographie s'arrête en cours de route du fait du décès de la personne, au moins jusque-là, ça a été lu, relu. Et donc, c'est là où des corrections interviennent, des ajustements, des précisions, des ajouts, voire des retraits. Ça, je l'ai dit, je pensais que c'était bien de l'écrire, finalement, je change d'avis. Voilà, ça, c'est important aussi. Et puis, si jamais le livre n'a pas été relu, faute de temps, c'est mentionné dans le livre, dans les premières pages, ce livre n'a pas été relu ni corrigé par son auteur. Comment les proches qui lisent la biographie réagissent? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a des déceptions? Les gens sont contents? Concernant les proches qui vont dire en fait, c'est vous qui l'avez écrit, mais c'est lui. On le reconnaît et on le retrouve. Et puis des proches qui disent c'est super parce que en fait ça permet de rester avec lui. Le livre permet, on peut y retourner quand on veut, et puis on en parle avec la famille. Quand le livre a fait le tour de la famille, on en parle ensemble. Voilà. Alors il y a des fois, si on veut être exhaustif, il y a des fois où des proches peuvent se sentir, peuvent ne pas être contents parce qu'ils ne trouvent pas dans le livre ce qu'ils espéraient. Voilà, ça parle peut-être pas assez d'amour, ça parle peut-être pas assez d'eux. Il y a un message qu'ils attendaient, ils l'ont pas eu, ça n'a pas été dit. Tout est possible. Et il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites, parce que la biographie hospitalière ne prétend pas réparer l'histoire familiale, bien sûr. Alors, en parlant d'histoire familiale, justement, j'imagine que cette biographie, c'est l'occasion, et peut-être même la dernière, de livrer des secrets, des non-dits. Quand tu sens que la personne bute sur un sujet qui te semble important ou qu'elle a du mal à dire les choses, comment est-ce que tu l'accueilles? Par l'écoute. Et l'écoute, c'est le silence. S'il y a un silence, il faut le laisser exister. Alors évidemment, on ne va pas rester 1 heure dans le silence, mais en général, le silence, c'est tout simplement une invitation à prendre la parole. Donc, soit la personne va plus loin, et il n'y a rien à faire, soit elle ne va pas plus loin et il n'y a rien à faire non plus. Donc oui, ça m'est arrivé d'accueillir et de recevoir des secrets. Parfois, une fois ça m'est arrivé, c'était juste parce que la personne était très claire. Elle me racontait ce secret en me disant « je vous le raconte parce que comme ça vous allez mieux me connaître ».
Dans l'idée, ça va vous aider pour votre travail. Mais je veux pas l'écrire. Bon, très bien. Et il y a parfois des personnes qui veulent écrire coûte que coûte un secret lourd, difficile. Et là, je me pose la question, et je la pose à la personne, du destinataire. Parce que le poids des mots, la façon de dire les choses, comment ça va être reçu, le lecteur, je dois prendre soin du lecteur. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire dans les relations, c'est une devise de bon sens, mais on imagine quelque chose d'écrit qui explose là, comme une bombe à retardement potentiel, avec l'impossibilité potentielle aussi de poser des questions pour les membres de la famille à la personne, à l'auteur qui est disparu. Donc, que faire de ça? Donc souvent, quand ça arrive, je pose la question, je vérifie. Donc c'est quelque chose que vous me dites, mais vous voulez l'écrire? Alors si on me dit oui, j'interroge, on creuse, on va un peu plus loin. Je peux interroger aussi la psychologue qui suit la personne à l'hôpital, parce que ça m'est arrivé. Et puis je lui demande de réfléchir à l'impact sur les destinataires. Est-ce que ça va être juste? Est-ce que ça va être pertinent? Et puis, le tout, c'est de se dire, d'accepter, de prendre du recul et de réfléchir à chaque situation. Est-ce qu'on va l'écrire? Est-ce qu'on ne va pas l'écrire? Comment on va l'écrire? Et quand on prend du recul, qu'on en parle en équipe, pas forcément... moi, je suis tenue à un devoir de réserve. Je ne raconte pas le secret en question. Si c'est un secret qui est partagé avec la psychologue, on peut en parler. Mais la question n'est pas de partager le contenu, mais de partager le contexte pour prendre du recul. Et bien évidemment, je retourne voir mes pairs, j'en discute avec mes collègues biographes, parce que c'est une question d'éthique. Et tout ce temps de réflexion m'a aidé, hein, je pense à une biographie en particulier, ce temps que je prends sans me précipiter dans une réponse qui serait une réponse couperet, non, ça on va pas l'écrire parce que franchement, voilà, moi je suis pas, je me dois d'alerter, mais je ne suis pas là pour prendre des décisions à la place d'eux. Par contre, je dois me poser la question de mes limites en tant que professionnelle, ce que je peux cautionner, accompagner, décider en tant que professionnelle, ce que j'accepte d'écrire ou pas. Un livre, par exemple, n'est pas un endroit de règlement de compte. Je sais que mon éthique personnelle me conduira toujours, faut jamais dire jamais, mais a priori, me conduira à éviter, au nom du principe de bienveillance, des propos malveillants à l'égard d'autres personnes. J'alerterai l'auteur. Donc voilà, il peut tout me dire, mais on n'est pas obligé de tout écrire. Mais toujours est-il que, concernant cette biographie en particulier, ce temps de recul m'a permis, moi, de trouver un procédé littéraire pour délivrer à un fils un secret de famille d'un papa qui disait « moi j'ai besoin que mon fils me connaisse et j'ai besoin de déposer ça ». Et on a trouvé une façon de le faire qui a permis un rédactionnel léger. On a insufflé de la légèreté et on a gommé tout le pathos. Et donc, la personne que j'accompagnais en écriture s'est sentie soulagée de pouvoir se dire dans sa nudité, dans sa vérité auprès de son fils. Et pour une personne extérieure, c'était entendable. Parce que quand le secret en question, c'était un inceste familial, et quand je lui demandais le procédé littéraire, et la structure du livre, c'était un questionnaire, type questionnaire de Proust. Quel est votre film préféré? Il a tout de suite choisi un film qui retraçait un inceste familial. Donc, il a juste eu à dire 2-3 lignes, voilà ce que j'ai vécu, mais moi c'est un petit peu différent. Ça a été dit. Mais on n'a pas restitué tout le contenu qu'il m'avait livré à moi, et avec toute sa charge émotionnelle. On a fait le tri, mais on a pu déposer. Et quelque temps après, les infirmières, après qu'il ait reçu ce livre, qu'il l'ait donné à son fils, les infirmières me disaient « mais c'est plus le même homme ».
Oh, mais quand je passais le relais à ma collègue, je lui disais toujours bon courage, parce que cet homme-là était très irritable. Et depuis qu'il a fait sa biographie, il est apaisé, il est d'une douceur. Voilà, c'est agréable d'aller lui prodiguer les soins habituels. Donc voilà, des exemples des bénéfices potentiels. Oui, il y a vraiment une libération. Et ça doit effectivement faire du bien aux soignants d'être les témoins de ces changements vers le mieux, vers le positif. Là aussi, j'ai en tête les mots de David, un infirmier. Il les a redits récemment lors de la conférence de presse. Il disait: ça permet de sortir la personne de l'idée de sa mort et de la ramener à la vie qu'elle a eue. On défocalise de la mort qui approche. Et ça fait du bien, parce que il disait que en tant que soignant, ils ont tendance à se focaliser sur tout ce qui est douloureux, c'est-à-dire la souffrance des patients. Ils sont face à leur impuissance, face parfois à l'inéluctable de la mort, ou à la souffrance qu'ils soulagent, sur le plan physique bien sûr, mais à tout type de souffrance. Donc ils sont démunis très souvent, et ils sont confrontés à une aridité constante de leur métier, et ça peut les mettre en péril, les fragiliser. Valéria Milewski nous rapportait en formation qu'il y avait un médecin qui disait: mais être dans un service comme celui-là, c'est comme descendre à la mine. Donc on s'asphyxie toute une année, de voir les patients mourir, etc. Donc ce que permet la biographie hospitalière par rapport aux soignants, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, par exemple, prendre du temps avec le patient, l'écouter, l'accompagner, il y a un relais qui va être pris. Et par une biographe qui va passer du temps. Du coup, il y a une forme de soulagement aussi pour eux, parce qu'ils font ce métier vocationnel pour apporter du soin et de l'attention. Ils ont de moins en moins le temps de le faire, et ils le prennent le temps, je les ai vus le prendre. Mais c'est compliqué. Et donc voilà, ça apaise aussi le quotidien des soignants, ça leur fait du bien. Et on parle d'autre chose. Et puis ça apporte de la joie, ça apporte de la vie. Tout à l'heure, tu disais que la biographie pouvait s'interrompre à cause du décès de l'auteur ou de l'autrice. Comment ça se passe concrètement dans ce cas-là ? Voilà la raison pour laquelle c'était important de suivre la formation de Valéria. Elle nous racontait qu'ils avaient été confrontés en tant qu'équipe à justement l'arrêt d'une biographie, et comment faire pour qu'il n'y ait pas une forme de mal-être derrière. Ils ont trouvé l'idée d'ajouter des pages vierges au livre pour que l'histoire continue. Donc, pour que l'histoire continue, parce qu'elle continue toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, là on peut pallier à une frayeur éventuelle. Je l'annonce toujours, le livre pourra continuer. Donc on ne va pas parler de ça, sauf si la personne le souhaite, mais on ne va pas s'encombrer de la fin du livre, puisque il ne se terminera pas. Potentiellement, il va pouvoir perdurer. Je pense que les auditrices et auditeurs auront compris que la biographie hospitalière, c'est un accompagnement au cœur de l'humain, au cœur du cœur, dans ce qu'il y a de plus précieux, le récit d'une vie. Et je voudrais juste finir notre discussion en rappelant que ça ne peut se faire qu'avec un cadre éthique. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques-uns des points de la charte éthique de passeur de mots, passeur d'histoire ? Oui, chaque passeur de mots, passeur d'histoire souscrit à une charte avec des valeurs humaines, de conscience professionnelle, de déontologie et de réflexion, d'humilité et de vigilance. Merci beaucoup Christine de nous avoir fait découvrir avec sincérité, avec le cœur, ton engagement dans cet art qui, j'espère, se développera dans les structures hospitalières dans les années qui viennent.
je vous propose de retenir 3 clés de notre discussion avec Christine. La première, ce sont les soignants qui proposent la biographie aux patients-patientes et les biographes travaillent en collaboration avec l'équipe médicale. La seconde, c'est que la biographie hospitalière, c'est une formidable démarche qui favorise un apaisement, des prises de conscience et qui redonne ou qui donne du sens à une vie. La troisième, c'est que le livre qui sera remis est un ouvrage d'art unique qui retrace une vie et qui se transmet aux générations suivantes. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!